Aujourd'hui, encore une grande semaine, mais un grand événement. La sortie du dernier livre signé Volodine. On en parle tout de suite parce qu'il est vraiment top. Je place le contexte. Quand je parle de Volodine, bien sûr, je parle d'Antoine Volodine, c'est-à-dire que je parle du post-exotisme. J'en ai déjà parlé à pas mal de reprises sur la chaîne. Je ne vais pas forcément refaire le grand topo sur le post-exotisme, mais surtout que celui-ci, me semble-t-il, se lit particulièrement de façon autonome. En tout cas, c'est un grand événement de la vie littéraire, on va dire française, francophone, me semble-t-il, parce que même s'il n'est peut-être pas au premier plan comme des noms, comme, je sais pas moi, je vais dire des noms un peu au hasard, mais pas moi, Echnoz, Modiano, Michon. Volodine, c'est un monument de la littérature française. Et c'est un monument à pas mal de niveaux, mais moi, après, le côté, voilà, j'érige un monument, tout ça m'intéresse pas des masses. En tout cas, c'est une très grande œuvre qui est particulièrement cohérente et qui dure depuis 40 ans, se déroule sous plusieurs hétéronymes. Des hétéronymes, ce sont des pseudonymes auxquels on va donner une réalité. Et en fait, Volodine leur donne une réalité livresque. C'est-à-dire que Volodine, c'est un parmi d'autres. Ce n'est même pas le primus inter pares, c'est normalement un parmi d'autres, même si c'est le plus connu, le principal. Donc, voir arriver un livre avec un bandeau pareil, c'est quelque chose. J'étais au lancement tout à l'heure à la librairie La Friche. J'ai commencé le roman. Alors moi, je l'ai eu, on va tout dire, je l'ai eu en service presse, mais je ne l'ai commencé qu'aujourd'hui parce que c'était quand même plutôt mieux de ne pas faire de vidéo en avance. Et après, voilà, là c'est un peu le rush. Donc je filme le mardi pour le dimanche, parce que c'est le rush. Donc ça, c'est mon service presse que j'ai reçu, je crois, en octobre ou novembre. C'était fabuleux. Mais c'était déjà un tel plaisir de vivre dans le futur. Et ça, c'est l'exemplaire pour ma maman. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pu assister à la rencontre du lancement en ayant commencé et pas mal avancé le bouquin dans le métro, mais je suis une grosse lectrice. J'ai eu plein d'éléments à la rencontre. Je l'ai ensuite fini dans le métro, et puis là, à l'instant, donc il est un peu tard, c'est aussi pour ça que je suis particulièrement fatiguée, on va vraiment tout dire pour dire, voilà, il est 1h du matin. Et ouais, et c'est vraiment bien, c'est très... j'allais dire c'est très excitant quoi, non en fait ce qui est formidable c'est aussi que ça ne l'est pas. Donc c'est un roman qui est un dernier roman, pas le dernier roman donc du monsieur qu'on a vu à la librairie, mais enfin quand même pas si loin, puisqu'en fait on en aura encore 2 autres après, un de Manuela Dreger et un d'Infernus Johannes. Infernus Johannes c'était vraiment un auteur multiple, qui m'avait beaucoup plu pour Débrouille-toi avec ton violeur, dont on avait parlé. J'ai adoré Manuela Dreger aussi, mais par contre moi j'ai des trous dans la raquette au niveau de l'œuvre volodinienne. Déjà j'ai pas lu tout ce qui est signé Volodine. Luz Batsman, je suis très en retard, j'ai pas lu tout Manuela Dreger, je suis très en retard sur Lee Cronauer. Enfin il y a des trous dans la raquette, et c'est en même temps voilà, un super sujet de collection. Je vais mettre de la crème sur les mains en discutant. Donc il y a ce truc très bizarre, et bien sûr que le libraire, j'ai oublié son nom, je suis désolée, l'a évoqué, est-ce que c'est ou non un bouquin testamentaire? La réponse est non. Et en fait, il se trouve que c'est le livre 47, il y en aura donc 49, c'est fou, c'est une dinguerie, et 49 pour 7 x 7. Donc on est dans un genre de monument de la littérature française façon comédie humaine. Voilà. C'est ce genre d'ampleur. C'est l'ampleur des Rougon-Macquart. J'allais le dire à la Sarkozy, mais ça serait vraiment pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Et qui va avoir quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc il y a cet effet, probablement aussi un peu éditorial, et c'est normal, mais c'est aussi quand même très important, mais d'être sur un dernier qui n'est pas le dernier. Et c'est en fait, quand j'y pense, même si j'ai pas trop le temps de penser, oui, puis j'ai lu bien sûr l'interview de Volodine pour Diacritique, c'est sorti juste avant ou c'est juste après la scission annoncée, bon voilà. Moi j'ai pas tellement d'avis sur cette scission, en tout cas je l'ai bien noté. Je mets ce que j'ai
voilà, diacritique, j'ai écouté Volodine dans le book club, mais j'ai pas été très concentrée là pour le coup, j'avais pas tellement lu le bouquin encore à ce moment-là, dans l'après-midi, mais voilà, je mets tous les liens que j'ai des actus. J'imagine qu'il y aura un moment à la Maison de la Poésie, bah si je peux, j'en serai, comme à chaque fois, parce que c'est vraiment un moment important. C'est en fait assez logique et normal qu'il n'y ait pas une impression, je sais pas moi, d'apothéose, d'épiphanie, de grande touche finale, de bouquet final sur vivre dans le feu. Et ça, en fait, c'est très très lié au post-exotisme et à tout ce qui me plaît dans le post-exotisme, à savoir que, mais ça ne finit jamais. Et nous sommes plusieurs. Évidemment, là, je parle comme si j'étais Antoine Volodine, mais sans faire de caricature. Antoine, il est évident que je fais comme si vous ne regardiez pas. Et je vous enverrai probablement cette vidéo en avance. Il y a quelque chose, moi, que je trouve... alors, dans l'interview de la critique, j'ai vu le mot de facétieux, ça va très très bien pour ce roman. Moi, j'ai eu, tout à l'heure, pendant la rencontre, l'idée de malicieux, qui est encore un peu plus coquin, comme quand on dit un fois, ou t'es un coquin, toi. Ce que je n'oserais pas dire, monsieur Volodine. Mais il y a quelque chose comme ça qui va être un peu rusé, un peu goguenard, un peu moqueur, et tout ça en étant vachement plus sympa. C'est-à-dire que finalement, eh bien, alors, faut quand même le dire, le post-exotisme, c'est un courant littéraire qui est inventé par, globalement, Antoine Volodine et ses hétéronymes. Antoine Volodine étant un hétéronyme, j'ai envie de mettre les traits de partout, tellement j'ai l'impression de me répéter, mais c'est dur à saisir comme idée quand on n'en est pas familier. C'est un courant littéraire qui vient du turfu, qui vient du futur, de très loin. D'une presque fin du monde, ou mieux encore d'une post-fin du monde. On est dans ce grand genre, là, qui est en fait défini de façon thématique, hein, ou situé, qui est le post-apocalyptique, ou le post-apocalypse. Bon, mais en fait, quand on a dit ça des bouquins volodiniens, enfin post-exotiques, on n'a en vrai rien dit, ou trop peu, parce que finalement, ce qui les caractérise, c'est qu'à peu près tous les narrateurs sont impossibles, tout se passe quand les gens sont déjà morts, mais qui vont continuer à vivre. Et cette grande question de, il se passe quoi quand t'es mort et que tu continues à marcher? C'est ce genre de monde. Et dans ce monde, les gens écrivent. Donc on est dans un monde avec des conditions extrêmes, et des gens écrivent dans ces conditions extrêmes, et évidemment, ça amène des formes littéraires, parce que c'est dans très longtemps, et dans ces conditions-là extrêmement extrêmes, et qu'on a oublié notre culture actuelle, hein, notre héritage commun actuel, héritage occidental. En plus, on va se dépayser, si on est dans un point de vue occidentalo-franco-français d'agrégé de lettres, coucou un grain de lettres, hein. Je m'auto-fous de ma gueule, gentiment. Et puis, je vous sais pas une invitation pour que vous le fassiez, en fait. C'est pas du tout la même chose, hein, que vous le fassiez, et que moi je le fasse. En passant, hein, mais ça, c'est notre façon de travailler ma solitude, dans mes grandes résolutions 24. Mais voilà, tout vient de loin, des gens continuent à fonctionner, donc c'est dépaysé, parce que c'est quand même globalement souvent dans des paysages asiatiques, russes, asiatiques plutôt après d'autres parties du continent, enfin plus orientales du continent asiatique. Là, on est quand même pas mal en Mongolie, en fait, dans les steppes, on va le voir, etc., avec des images assez suggestives. Moi, honnêtement, je me reconstruis tout. Je pense qu'il manque des trucs, et ça m'amène aussi des effets très très bizarres, hein, de trous et de perceux, mais ça me va très bien comme impression de... Je vais remettre de la crème parce que j'ai vraiment les mains ultra abîmées, mais comme dans ce qu'on appelle les images mentales, les images lecture. Et en tout cas, voilà, sont des livres qui fonctionnent de façon très visuelle. Et je me disais, ce serait quand même extraordinaire d'en voir des représentations cinématographiques. Ça donne quoi en cinéma, le post-exotisme? Ça, qu'est-ce que j'aimerais voir ça. Ça me paraît très dur à représenter, mais encore pas impossible. Je veux dire, Lynch existe, hein. C'est possible en fait. Mais voilà, il y a quelque chose là, voilà, que j'aimerais voir. Que je verrai peut-être pas, mais en tout cas, il y a un petit cinéma que je me fais dans ma tête. Et donc, ce post-exotisme, c'est
ce mouvement littéraire qui à la fois une blague est très sérieux, et c'est pas qu'il est... C'est un peu comme chez Kafka. Et une blague est très sérieux. Mais c'est en fait une façon d'être au monde, ça. Et c'est pas contradictoire. En fait, moi, c'est... Les bons jours, c'est un peu mon mode de vie. En ce moment, je suis fatiguée, donc ça en moi, et surtout moi, quand il y a de la précipitation. Voilà. Et c'est... D'ailleurs, c'est très intéressant, la précipitation, ça. Et moi, j'ai l'impression vraiment que c'est une façon d'être au monde qui va rejoindre quelque chose de la métaphysique que l'on trouve dans l'humour juif, dans l'humour noir. C'est pas forcément le même. Qu'on va trouver dans certaines parties d'humour british, mais aussi de ce qui a l'air d'être l'humour soviétique, que je connais évidemment plus mal, et là je parle en plus de choses que je connais pas forcément très bien, qui va aussi avec des moments d'humour potache, qui peuvent aussi atteindre des formes de gravité un peu comme par surprise. Enfin, c'est quelque chose qui se situerait un peu dans ces créneaux-là, en fait. Hein. Et dans cette espèce d'être au monde-là, quand l'être au monde, il est quand même mis en difficulté par le fait que de l'être, il n'y en a plus beaucoup, puisqu'il est mort et qu'il marche, machin, etc., et qu'il se décompose en route, et que du monde, il n'y en a pas beaucoup plus. C'est à peu près ça qui se passe. Et donc, le dernier Volodine, à ce niveau-là, voilà, dernier signe Volodine extrêmement important, en tant qu'acte pour notre monde à nous. Mais c'est même pas que les premiers sont les derniers, et encore, il peut y avoir des faits de clôture, etc. Alors moi, je suis pas encore bonne dans l'œuvre volodinienne, et notamment sur les premiers, là, d'abord, je les ai pas tous, ensuite, dans ce que j'ai, ça veut pas dire que j'ai tout lu, loin de là, parce que je me réserve des plaisirs pour longtemps, et que, voilà, là, il y a une grosse phase volodine, mais j'ai pas été jusqu'au bout même de la collecte, et la collecte, elle est incomplète. Mais j'adore. Ça, c'est vraiment un truc. Puis alors, à chaque fois que j'en lis un, j'ai envie d'en lire 4. Donc, le problème, c'est que j'ai du boulot dans les prochains jours. Là. Mais c'est parti. Donc, on est dans ça. Et donc, ça peut pas finir. Et c'est donc logique que le roman lui-même soit un roman sur une non-fin, et qui soit une déviation totale de toute apothéose. Ce qui ne signifie pas que ça parle pas de la fin. Bien au contraire. Et moi, j'ai même l'impression que si on reprend un peu ces espèces de trucs là d'Ursula Le Guin sur le récit en forme de flèche, tendu comme un arc, versus récit panier, on serait dans du récit de yourte, ou quelque chose comme ça, ou de Super 8. Je pense là, par exemple, à la chanson de Jeanne Chéral sur... pareil, aussi des dernières images pré-mortem qui ressemblera à un film Super 8. C'est même pas encore ça. C'est même pas encore ça, ou seulement des vignettes, temporalité complètement éclatée. On va un peu lire le début, ça va permettre de comprendre. Je vais prendre un peu de tisane, parce qu'en plus ce livre, il est donc facétieux, mot de Volodine, moi j'aurais dit malicieux, parce que j'y mets un peu plus de diable, de malignité, et qu'on a aussi d'une certaine façon la facétie. Mais il est aussi étrangement confortable. Et ça, on va un peu voir ça, mais tout le monde ne sera pas forcément d'accord. On commence par un titre qui est quand même peu engageant, parce que vivre dans le feu, ça arrive quand même pas à tout le monde. C'est peut-être une expérience de quelques signes astrologiques, moi j'y crois pas trop. Et le feu ça brûle, c'est quand même pas dingue. C'est aussi pour Camille Sler qui avait commencé un fil Twitter sur le feu dans les titres actuels. Vivre dans le feu, roman. Ah oui, j'ai oublié, on est chez Seuil, collection fiction et compagnie, dirigé par Bernard Comment. J'avais fait une vidéo sur Bernard Comment. Je lis. Début de la fin. L'avion a commencé son épandage de napalm en haut du village. Je ne sais à quelle civilisation modèle il appartenait, ni en quel charabia le pilote conversait avec sa base et les donneurs d'ordre. Une langue d'assassin. Forcément, mais peut-être pas de l'américain militaire basique.
La coalition compte toutes sortes de tueurs et de nations tueuses, et de partisans d'un nettoyage ethnique sans frontières. Et les transfuges ne manquent pas. Alors, peut-être quand il a appuyé sur le bouton qui déclenchait l'ouverture des déversoirs, le type aux commandes a-t-il bramé une formule enthousiaste dans un idiome qui ressemblait à ma langue maternelle. De l'américain militaire basique, mais avec un accent de plouc des hauts plateaux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire la vilaine ou l'impeccable prononciation des assassins? À l'instant où ils lâchent sur nous des tonnes de bombes incendiaires. Ça ne change pas grand-chose pour nous, qu'ils soient les ennemis de toujours ou des traîtres récemment ralliés. Maintenant que le liquide enflammé bouche l'horizon et se dirige vers nous à la vitesse d'un tsunami de cauchemars, ça ne change pas grand-chose. Nous nous trouvons en terrain découvert et nous sommes en plein sur la trajectoire de l'immense nuage orange. La mort se précipite sur nous. S'abriter? Fuir? Chercher un abri est une pauvre idée absurde. Se mettre à courir n'a plus aucune signification. Dans très peu de temps, nous serons drapés dans l'horreur, sans air pour hurler. Nous serons enveloppés d'une souffrance inouïe. Mais, à l'avance, on ne sait pas à quoi elles vont ressembler, cette horreur, cette souffrance. Évidemment, on souhaite que ça dure le moins possible. Mais on ne sait pas. Pareil pour la suite. Rien? Plus rien? Ça aussi, on le souhaite. Soudain, je ne pense plus aux autres à côté de moi. Je suppose qu'on ne nous distingue plus un groupe de 10 soldats indigènes en coton kaki, puisque c'est la guerre. Terrorisés, désespérés, envahis de haine ou de rage, tous de la même taille, avec la même expression d'idiotie finale. De scepticisme idiot en présence de l'inéluctable. Je les ai regardés une dernière fois, sans avoir le temps de les reconnaître, et maintenant, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. C'est comme si j'avais déjà oublié leur existence. Je ne pense plus qu'à moi. Je suis sur le point d'atteindre le dernier moment, celui où on passe en revue tout ce qu'on a vécu, de l'enfance à l'âge adulte et à sa conclusion brutale. Comme tout le monde, j'ai entendu ceux qui prétendent que, pendant l'ultime sursaut, le film de la vie se déroule en accéléré derrière les paupières, à toute vitesse, offrant aux condamnés une somptueuse satisfaction de cinéphile. Je n'en ai pas encore fait l'expérience, mais ça m'étonnerait. J'ai plutôt tendance à imaginer que la conscience en panique n'arrive plus à fonctionner, qu'elle se bloque sur une unique image du présent, une image qui s'arrête, accompagnée par une sensation de basculement sans remède. Même pas un souvenir précis, agréable ou non. La conscience crie une dernière image, inutile. L'abominable certitude est là, et quand le cri s'éteint au milieu des flammes et de la douleur, je suppose que c'est encore pire. Mais bon, assez spéculé. Va savoir ce qui se passe pendant l'instant suprême. Voilà, je ne pense soudain qu'à moi. Il faut dire que je ne vois plus du tout les autres. Et là, droit devant, une gigantesque vague, avec déjà ses embruns de kérosène. Je me retiens de respirer. Je déteste cette odeur. Et puis bon, puisqu'on en est là, autant réagir. Après tout, pour cet ultime pétillement d'agonie, plutôt que visionner le film de ma vie, cette suite apocalyptique que je connais par cœur et qui ne m'apportera aucun plaisir de découverte, autant composer un roman. Un petit roman hurlé en accéléré à toute vitesse, à la va-vite.
C'était dans mes cordes autrefois. Pas de raison que ça rate ici, même si les circonstances m'empêcheront de revenir dessus pour corriger répétitions et maladresses. Voyager une dernière fois. Dire tout, inventer tout, ne pas s'affoler en face de l'indicible. C'est dans mes cordes. Et vu comme ça, au jugé, je dispose d'une seconde. J'ai donc tout mon temps. On va déjà commenter ça, puis on va continuer. Alors, évidemment, on peut faire toutes les blagues possibles sur donc, du début de la fin, et que l'éternité c'est quand même bien long, surtout vers la fin. Voilà. On est sur un roman à la temporalité inédite, je sais pas, c'est toujours compliqué, les précurseurs n'est pas très intéressant, mais en tout cas, littéralement hallucinante, impossible. Et finalement, on a déjà quelque chose de l'ordre d'un déplacement, moi qui me marque assez, mais faudrait que je sois plus savante en post-exotisme pour être définitive sur cette question-là, à savoir déplacement important entre les romans post-mortem et un roman qui est peut-être in extremis, mais enfin ante-mortem. C'est un roman de la vie. Et je crois que finalement que ce roman, je vais être probablement un peu triste, mais je pense que c'est pas justement, ou que c'est justement de ça, mais différemment, ou de l'autre côté qu'il s'agit. Il correspond à peu près exactement, avec évidemment une autre question sur ce qui est de l'ordre de la temporalité, mais aussi avec la temporalité au premier plan, à ce que j'avais dit à papa, quand il voulait pas se soigner, au tout début du cancer. Un cancer qui n'avait pas été très long, mais ça évidemment on ne le savait pas, puisqu'on n'a pas pu... ça se rembobine pas. Et il y a vraiment eu un moment avec des espoirs assez lourds après le diagnostic, et où je lui avais dit, mais papa, enfin, ce sont les vivants qui sont malades. Et être malade, c'est être vivant, donc si, tu vas te soigner. Et ça paraît si banal comme ça, et qui me disait, mais à quoi bon le faire ? Et en fait, c'était quelque chose, moi, qui m'est venu de mon amie Marika, qui était venue sur la chaîne, et dont on avait beaucoup parlé. J'aimerais bien qu'on en parle un jour sur la chaîne aussi, c'est-à-dire des soins palliatifs et de son expérience des soins palliatifs, à savoir que même dans les derniers jours, les derniers moments, on peut avoir un projet, autrement dit, on peut avoir de la vie. Il ne s'agit pas de faire de cette vie une métaphore, mais finalement, il y a quelque chose ici dans ce livre, un dernier livre signé Antoine Volodine, quelque chose de l'ordre de la prise en compte littérale de cette façon-là de voir le verre qui se vide, mais où sont les dernières gouttes ? Et que va-t-on faire du verre ? En quelque sorte. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, sur un moment où je revis quand même assez difficilement le deuil en ce moment, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cet aspect-là. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est aussi... il y a quand même des trucs un peu creepy dans le bouquin. Est-ce que c'est du feel-good façon les trois larrons qui chantent avec Brian ? J'irais peut-être pas jusque-là. Mais, et encore, quoi. Mais, ouais, je m'y suis sentie bien. Et finalement, c'est un roman qui est un peu l'illustration du même This is Fine. Avec ce personnage dans un monde en train de brûler. Et je crois que ça fait du bien à ce niveau-là, ce This is Fine. Donc, là, on est sur... Donc, on a déjà un titre, finalement, thématique qui pourrait être quelque chose de l'ordre de l'annonce, voire du mode d'emploi. Et on n'est pas si loin que ça du mode d'emploi, même si évidemment on est en post-exotisme, rien ne va être trop direct. Ce sont peut-être des histoires toutes simples, mais elles sont souvent racontées d'une façon qui est quand même assez complexe. Ce qui ne veut pas dire que les mots sont compliqués, mais ça entre dans des dispositifs qui peuvent donner le vertige. Ça ne veut pas dire qu'ils sont durs à comprendre, ça veut dire qu'ils sont parfois emboîtés, et puis quand on ne comprend pas mais qu'il y a des histoires, c'est cool aussi. Là, on le voit finalement, là on est dans ce que, quand j'étais au lycée, on appelait la Rahmenhandlung, l'intrigue cadre. Ça vient de Stendhal, que j'ai jamais lu autrement que comme ça, hein, mais c'était mes premiers cours de littérature. C'est un peu l'action cadre
le récit cadre qui donne ici finalement une origine au récit, à ce qui est raconté. Donc quand je dis récit, c'est vraiment dans le sens de Jeunette. Donc ce qui est raconté, c'est en fait le point d'origine de la situation d'énonciation. Et le point d'origine, c'est ce jeu à qui il reste une seconde et qui a donc tout son temps. Et c'est cette espèce de petit prologue de 3 pages qui nous met dans une situation historico-politique. Bon, clairement, voilà, c'est peut-être américain, peut-être pas. C'est proche ou pas. C'est un conflit qu'on comprend ou qu'on comprend pas. Le vrai narrateur, on n'a pas son nom. C'est un jeu dont on ne sait rien. Et après, on va avoir d'autres jeux. Alors moi, je pense qu'on peut faire un trait d'union, mais dans l'absolu, il n'y a pas de raison de faire ce trait d'union. Parce que, voilà, ça peut être un jeu qui imagine un autre jeu. On ne sait pas où c'est. Et on a bon, on a plutôt quelque chose d'anti-guerre, des images après. Voilà, ça va nous évoquer pas mal d'images, mais on a en fait juste assez d'éléments pour être dans une situation qui est horrible. Et en fait, c'est là le narrateur, enfin l'écriture, elle s'appuie sur le fait de convoquer des images qui vont être connues. Dans l'interview à Diacritique, j'ai oublié le nom du journaliste, de l'intervieweur, et mentionné la photographie de Kim Phuc, qui est, je crois qu'on dit Kim Phuc, Phuc probablement parce que le son U palatalisé, c'est un son très français, qui brûlait par le napalm, cette petite fille qui court sous la brûlure, qui finalement est quand même encore quelque chose d'autre, puisqu'elle a survécu à la brûlure du napalm. Et que là, il s'agit encore d'autres choses, puisqu'il s'agit de gens qui vont mourir. Mais en tout cas, on est censé avoir, par ce que nos cours d'histoire, ou par l'actualité que l'on aura pu voir, ça dépend un peu de nos âges, on est censé bien comprendre que le napalm, c'est pas cool. Et le napalm, je vais peut-être avoir besoin de le préciser, mais c'est pas cool du tout. Mais finalement, pas grand-chose est donné, donc le statut militaire, il est un peu perceptible avec des expressions comme « nous sommes en terrain découvert ». Et ça, ok, c'est terrible. Bon, on est dans une situation de horreur absolue qui est celle de la conscience, comme la conscience que l'on a ou pas lors d'un accident, je sais pas moi, de la route, lors d'une chute libre ou des choses comme ça, où on se dit mais à quoi pense-t-on pendant la dernière minute, la dernière seconde. Et donc finalement, ce qu'on peut voir ici, c'est quelque chose sur la vitesse du récit. Et l'espèce de trouble post-exotique, donc qui va être, j'allais dire, à l'origine des récits impossibles. Non, les récits sont impossibles et ils sont rendus impossibles par des stratagèmes, dont celui-ci. Ça se passe plutôt à l'inverse. À savoir, d'habitude, c'est souvent donc, voilà, la condition post-mortem des personnages. Ici, ça va passer par autre chose qui est plutôt cette vitesse impossible ou pas forcément impossible, parce que c'est pas aussi impossible qu'un narrateur qui parle alors qu'il est mort, mais cette vitesse extrême, non pas du roman lui-même, mais de son écriture et de son énonciation. Et là, en fait, on se rappelle peut-être qu'il y a plusieurs cas de figure, mais qui vont amener la pause, le sommaire, etc. chez Jeunette pour parler des différentes vitesses du récit, à quelle vitesse c'est raconté. Et en gros, la question, c'est est-ce que la vitesse de l'action est plus ou moins grande ou égale à la vitesse de la narration, du récit, en fait, de la vitesse à laquelle c'est raconté. Et en gros, ce qu'oublie un peu Jeunette, il prend beaucoup en cas les configurations d'accélération, donc avec des résumés plus ou moins express, mais
Et avec des arrêts, hein, avec une description par exemple, mais aussi avec des moments de simultanéité absolue. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Mais là, ce qu'on a, c'est un moment, déjà en fait, sur ces 3 pages, et donc le reste en est le produit. Mais dans ces 3 pages, ce qu'on a, c'est une dilatation du temps. C'est quand dans un truc sont ralentis. J'ai des feuilles partout, ça fait du bruit. Et ça, c'est pas... c'est pas très courant. C'est un peu drôle, des fois. Là, c'est quand même plutôt un peu dramatique. Et ça va influer, au moins dans l'annonce, sur le roman hurlé. Et sans répétition, etc. Donc ça, évidemment, ça fait partie de la fiction, de la production du récit. C'est-à-dire, donc, ça va donner un roman, un petit roman hurlé en accéléré, à toute vitesse, à la va-vite. C'était dans mes cordes autrefois, etc. Donc on sait peu de choses de ce jeu parlant, mais ça colle quand même assez bien. Si on veut faire un peu de méta avec un... je sais pas où j'ai mis le bandeau, mais un bandeau aussi extraordinaire que le dernier roman signé Volodine. Tac. Ça colle pas trop mal. Pour représenter en fait le livre dans l'œuvre. Comme si finalement, Antoine Volodine hétéronyme, hein, n'existait évidemment que par ses livres et tout ce qu'on va appeler périparatex, hein, voilà, ses présences autour, les interviews, machin, tout ça. Mais avec le dernier volume paru, eh bien Volodine hétéronyme, la personne disparaît aussi. Et donc, ce qu'on a, c'est ça, cette disparition dans le napalm de la personne qui écrit. Bon, ça c'est si on veut faire du méta. Je continue à lire, donc voilà, ça c'est intéressant pour avoir toute cette espèce de mise en place chez donc tout le monde. Et j'aime la façon dont on va avoir une installation dans ce temps qui va être exactement celle recherchée dans Vivre dans le feu, mais ça marche pas très bien. Grand-mère Rebecca. J'ai refermé le cahier et je l'ai posé à côté de moi, à droite sur l'accoudoir. Le cuir du fauteuil avait été tellement hercé par les chats qu'il n'était plus qu'une succession de squames hirsutes. Les lettres composant le titre avaient été peintes à la main, avec une élégance tortueuse autant que fantaisiste. Elles imitaient des petites flammes dorées, rouges, veinées d'orange. Comme le format était petit, on avait l'impression qu'il s'agissait d'un livre, d'un joli livre à la couverture artisanale. Vivre dans le feu. Ma grand-mère me fixait d'un regard interrogateur. « Alors » a-t-elle demandé. Sa question m'a fait sursauter. Je croyais qu'elle s'était endormie en face de moi, comme cela lui arrivait souvent, mais ce jour-là, non, elle était restée vigilante à m'observer à travers ses cils. Elle n'avait pas bougé. Non plus. Oh, pardon. Elle n'avait pas bougé alors que j'étais plongée dans la lecture et que je n'avais pas fait attention à elle. Oula, on sent que je fatigue. Hein. Les chats autour d'elle n'avaient pas bougé, eux non plus. Elle avait sans doute fermé les yeux par intervalles. Mais pendant que je progressais dans le manuscrit qu'elle m'avait confié, elle me surveillait, guettant mes réactions, avide d'entendre mon avis sur le texte dès que j'aurais tourné la dernière page. Les chats. Des bêtes affectueuses, facilement ronronnantes, mais qui ne se laissaient caresser que par elles et qui crachaient quand on voulait leur faire des câlins. En réalité, une pure excroissance organique de ma grand-mère, des compléments fauves qui n'obéissaient qu'à elle. Zaïm Dadouk Mimin Chichi Mitsuko. On avait envie de se frotter languissamment à eux, et dès qu'on approchait la main, on se prenait un coup de griffe. L'air sentait le renfermé animal, la fourrure, les biscuits trempés dans du lait, le parquet de nombreuses fois qu'on pissait, les vêtements en laine. Sans oublier les aigreurs mal dissimulées
d'un corps de vieillarde. J'ai pris une grande inspiration en haussant de mon visage tout ce qui pouvait être haussé. Une mimique qui ne signifiait rien. Je savais que des mots allaient se former sur mes lèvres, mais, pour l'instant, j'ignorais lesquels. Moi, c'est ce qui m'arrive toutes les semaines. Grand-mère Rebecca était plus ratatinée que jamais. Petite dans sa jeunesse, haute comme 3 pommes, elle n'avait cessé de se réduire au fil des décennies. Et, à présent, bien qu'elle eût encore taille humaine, elle disparaissait presque au milieu de ses félins préférés, qui étaient gros, vieux et bedonnants, et au nombre de 5. Elle paraissait noyée sous une pelisse. Je ressentais à son égard un attachement considérable. J'en faisais rarement état, car elle était d'humeur autoritaire et considérait toute démonstration d'affection comme du lèche-bottisme insincère, destiné à adoucir ses intransigeances. Je m'abstenais donc de tout sentimentalisme à la petite semaine. Il ne faudrait pas en conclure que nous avions des rapports où régnait la froideur. Pas du tout. La tendresse entre nous était réciproque et, simplement, elle s'exprimait avec retenue. Et puis, j'avais bien compris que j'avais atteint un âge où gestes et discours d'amour enfantins doivent absolument diminuer en intensité et en fréquence. L'âge, puisqu'on en parle. J'avais 8 ans. On avait toujours insisté là-dessus dans les conversations familiales. Et grand-mère Rebecca ne disait pas le contraire. En revanche, pour l'équipe médicale qui m'avait récemment examinée, lors de la consultation semestrielle obligatoire, j'avais 33 ans. La parole de ma famille contre celle des blouses blanches. 8 ans ou 33. J'avais fait mon choix. 33, c'était pour les militaires, les médecins ou les ennemis. Or, mon univers n'était plus celui de l'armée, des hôpitaux de campagne et des bâtiments de la médecine d'urgence, avec leurs couloirs pisseux et leurs salles à l'odeur d'abattoir. J'avais changé de monde. Maintenant qu'on m'avait démobilisé, rayé des cadres ou compté comme mort, j'habitais ailleurs, chez des gens qui me connaissaient depuis ma naissance, dans un clan d'où je n'avais à attendre que bienveillance et complicité. Je ne vois pas pourquoi je me serais opposée à eux sur une question aussi stupide que celle de mon âge. J'avais 8 ans. Un point, c'est tout. Grand-mère Rebecca avait décollé le crâne du napperon qui garnissait l'appui du fauteuil. Sa bouche était animée d'un faible tremblement. Elle réfrénait une forte envie de prononcer quelque chose et, en se penchant vers moi sans rien dire, elle m'obligeait à parler. Elle voulait entendre ma réaction et pas seulement une appréciation de convenance. Elle attendait une opinion précise et argumentée. Je ne pouvais pas me défiler. Ça y est, je l'ai lu, ai-je dit platement, pour gagner du temps. J'avais besoin de rassembler mes idées. Je ne savais pas trop ce que je pensais du livre. Je parle de livre et c'en était un, en effet, même s'il avait été copié à la main sur un gros cahier. Il avait tout d'un manuel pour débutants, d'un guide pratique, ponctué d'anecdotes et de réflexions théoriques sur les rêves, la mort et l'espace-temps à l'intérieur des flammes. J'avais trouvé cela troublant car même si au début je ne me sentais pas concernée, au fil des pages j'avais eu l'impression que l'auteur s'adressait à quelqu'un comme moi, un jeunot qui avait l'esprit confus et qui avait tout à apprendre. L'auteur interpellait sans cesse son lecteur afin de capter son attention et de graver en lui des conseils utiles. En même temps, c'était plutôt écrit dans l'urgence, c'est-à-dire mal, avec des chapitres brouillons et de permanents coq à l'âne. Pas facile de but en blanc de faire un rapport de lecture. Très facile. Je le prends pour moi. Grand-mère Rebecca m'avait confié cela avec une certaine solennité.
Comme un objet précieux, un document mystérieux, appelé à jouer un rôle central dans mon existence. J'avais cru au début qu'elle voulait que je lise un testament ou quelque chose de semblable. Je me doutais qu'elle souhaitait à présent entendre une opinion argumentée, bien autre chose que de fades et prudentes considérations. Comme elle persistait dans son silence inquisiteur, je me suis lancée. On est aspiré dedans dès la première page, ai-je dit. On est tapé et on sait qu'on ne pourra pas en sortir. C'est complètement étrange, mais on comprend tout de suite que c'est du vécu, pas de l'imaginaire. Même les chapitres qui racontent le passage par la mort. Et aussi les histoires qui décrivent l'impossibilité de mesurer le temps quand on est à l'intérieur du feu. Des fois, ça fait peur. À cause de la voix qui est derrière. On dirait que ça a été pris sous la dictée depuis le cœur d'un brasier. Que ça a été pris sous la dictée par un scribe qui se trouvait en dehors du feu. C'est l'effet que ça produit. C'est un peu halluciné, je dirais, comme récit de voyage. Mais on y croit dur comme fer. J'ai laissé s'écouler un silence. Je ne suis pas un grand orateur. Après une poignée de phrases, en général, je préfère me taire. Depuis toujours, je suis conscient de la vanité de tout discours. Et je suis convaincu par expérience que ce que je formule avec difficulté est interprété de travers par mon interlocuteur. Quel que soit mon interlocuteur, femme ou homme, ami ou ennemi, indifférent ou non. Et très vite, j'ai honte d'avoir pris la parole. Prendre la parole est une erreur. La plupart du temps, c'est un geste de survie, pitoyable. Une tentative misérable de faire exister au dehors un petit quelque chose qu'on a en soi. On expose ça devant les autres, on se trahit, on se dénude. On est bêtement désarmé, c'est obscène. Et c'est raté. Comme grand-mère Rebecca ne rétorquait rien, je me suis sentie obligée de poursuivre mon analyse. J'ai aussi l'impression que la voix a été déformée par la distance et les circonstances. Peut-être que le scribe a enjolivé les histoires pour qu'elles soient plus imagées. Pour que ça paraisse moins brutal, peut-être même qu'il a inventé des détails. Quels détails m'a interrompu grand-mère Rebecca. Je ne sais pas, ai-je soufflé piteusement. Je n'étais pas fière de moi. Je me rendais compte que j'avais trop parlé et que mes explications déplaisaient. Nous avons continué à nous entre-regarder, moi avec des yeux fuyants, ma grand-mère Rebecca avec des étincelles dans les iris que je ne réussissais pas à traduire. De l'excitation, une volonté de me remettre à ma place, moi qui n'avais pas dit ce qu'il fallait. Peut-être. Ou une légère exaspération d'artiste. Elle devait avoir relié savamment le cahier et calligraphié son titre. Elle voulait peut-être que je m'exprime sur la beauté de la couverture. Je me sentais dans la peau d'un gamin pris en faute. Quel scribe a-t-elle demandé? Je ne sais pas, ai-je répondu d'une voix à peine audible. Je rentrais la tête dans les épaules, comme si je risquais une correction. Pendant un instant, j'ai même imaginé qu'elle allait me lancer un de ses chats à la figure. Elle n'avait jamais usé de violence avec moi. Mais elle avait un regard si vif et illisible que je me suis préparée à ce geste, à cet envoi de chat miaulant de peur, toute griffe dehors. J'étais soudain prêt à recevoir cette masse vivante en pleine figure, d'Hadouk ou Mitsuko les plus massifs, les plus agressifs. Tout est vrai, a fini par dire grand-mère Rebecca. C'est moi qui ai pris sous la dictée de ce que ton grand-père murmurait dans le noir. Je n'ai rien eu à enjoliver. Je n'ai rien inventé. Ton grand-père Yacoub était un homme formidable. Je n'ai jamais regretté de l'avoir épousé. Et je n'ai pas pleuré quand il est parti, puisqu'il continuait à me parler de là où il se trouvait. Ça m'a fait de la peine,
mais je n'ai pas pleuré. Elle a soupiré. On a été séparés, a-t-elle dit. Son destin était de vivre dans le feu. Elle a marqué une très courte pause, presque imperceptible. Le tien aussi, a-t-elle ajouté. Elle avait les yeux brillants. Maintenant, je comprenais mieux la raison de cette lumière. Ce n'était pas de la colère due à mes remarques mal formulées. Non, elle était en train de revoir sa complicité avec grand-père Yacoub. Elle retrouvait ce qui les avait réunis, grand-père et elle, quand ils composaient ensemble ce livre, quand elle captait son murmure venu du fond du brasier qui était son nouveau logis. Elle avait capté son murmure. Elle l'avait transcrit fidèlement, sans fioriture et sans rajouter de détails inutiles. Pendant on ne sait combien de nuits noires, et elle était fière d'avoir mené à bien sa tâche. À cela s'ajoutait la joie de me transmettre le flambeau que son époux avait tenu. C'est le son du feu. Elle venait de se caler de nouveau confortablement sur le fauteuil, de s'enfouir sous la masse de peaux indistinctes, tigrées, rousses, grises et ronronnantes. Seule sa tête émergeait. « Ben oui, Sam », a-t-elle confirmé après un silence. « Vivre au milieu des flammes. Toi aussi, tu as ce destin. » Et après, on passe à Tante Moira. Donc, on a la suite de début de la fin avec grand-mère Rebecca. Et c'est-à-dire qu'on a en fait, une scène de famille, une scène de lecture en famille, avec une interrogation et une explicitation sur le manuscrit qui porte le même titre que le livre que l'on a entre les mains, même s'il n'a pas la calligraphie du livre représenté. Mais en même temps, on passerait d'un manuscrit à un imprimé. Ça, c'est important parce que ça nous entre dans quelque chose qui est aussi assez post-exotique, à savoir cette... J'en ai déjà parlé, mais ça fait partie des choses que j'aime beaucoup, cette espèce d'esthétique, de fiction du manuscrit trouvé, qu'on appelle aussi found footage au cinéma, de fiction de films retrouvés. Ici, plutôt de bouquins. Bon, le bouquin n'est pas retrouvé puisqu'il est écrit par la scribe et un grand-père mais qui n'est plus là, de cette façon quand même qui est très étrange, et qui est donc celle, Vivre dans le feu, qui relie le premier récit, chapitre, prologue, à ce deuxième. Et finalement, on entre dans la scène par cette annonce d'un destin. Ça me rappelle un peu la Lavina de Sri Lanka, par exemple, mais bon, il y en a d'autres, qui n'est pas forcément une annonce du futur, du futur du livre ou quoi, mais ça se rapproche quand même de ce mode d'annonce, mais de la prolesse, mais enfin, annoncer un destin, c'est pas annoncer exactement une action, mais qui est vivre dans le feu, et vu le début, évidemment, ça parle, et ça se rejoint entre le napalm et ce feu. Et avec aussi donc toute cette espèce de fiction autour du texte qui parvient, et qui est écrit depuis les flammes, ce qui permet de donner à l'infinitif du vivre. On rappelle, l'infinitif, c'est un mode non temporel et non personnel du verbe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sujet et qu'il n'est pas conjugué, qu'il n'y a pas de temps. L'infinitif, il permet de dire quelque chose qui est valable un peu de tout temps, mais finalement, qui va aussi avoir, d'un point de vue peut-être plus aspectuel, un genre de simultanéité. C'est-à-dire, en fait, là, c'est vivre dans le feu, ça colle pour le grand-père Yacoub, ça colle pour le premier personnage, ça colle pour ce Sam, qui était peut-être déjà le premier personnage, peut-être pas, ou peut-être que Sam est un rêve du premier personnage, ou peut-être qu'il s'appelle Sam, et que là, ce dont il s'agit, c'est un rêve. On a l'impression que c'est un souvenir, et en même temps, il vient de nous dire que c'est pas des souvenirs. Vous voyez ? C'est ça. Et c'est en fait précisément ça qui va faire que les choses se mettent en place
pile poil sur cette brèche qui est celle de vivre dans le feu, qui est celle d'une espèce de vie en conditions plus qu'extrêmes, mais de la vie quand même. En gros, dit comme ça, c'est banal, mais c'est à entendre dans un sens très fort. Je dis, c'est peut-être bien plus un rêve qu'un souvenir. Et encore, quand je dis un rêve, ça serait, bon, ben voilà, une fiction, une hypothèse. Hein. Voilà, c'est pas forcément onirique, en fait. Disons que ce qui peut opposer le rêve et le souvenir, ça serait du passé révolu. Hein. Et que le rêve, c'est un présent potentiel. Peut-être plus à ce niveau-là qu'il faut distinguer les choses. Et ce qui va tirer de ce côté-là, c'est un peu la dimension, évidemment, bon, mais non réaliste, ça on le sait, hein, si on est, s'il y a du réalisme, c'est du réalisme magique, et peut-être socialiste magique, etc. Des choses bien plus marrantes, mais on n'est clairement pas dans un récit réaliste. Ça, on l'a déjà vu, on le savait déjà, on ne s'y attendait pas. Mais ce qu'on va avoir, en revanche, c'est bien plus quelque chose sur un réalisme encore plus mis en... Ah là, je suis en train de perdre mes mots. C'est-à-dire, ce qui peut faire penser à un rêve, ou se montrer vraiment irréaliste, ça va être le fait que c'est un récit qui n'est pas linéaire, qui n'est pas temporel, qui n'a pas d'écoulement temporel. Et ça, ce qui va vraiment le mettre en avant, c'est ce jeu, ces répétitions, ces variations autour de l'âge du personnage principal, des narrateurs. Donc, 8 ou 33 ans. On ne peut pas dire qu'on confond, on pourrait presque confondre entre 25 et 35, hein, selon les personnes, les machins, les cas. Entre 8 et 33, on ne peut pas. C'est pas possible, on ne fait même pas la même taille, normalement. Donc là, il va y avoir quelque chose un peu permanent sur les différents âges du personnage qui pourrait correspondre à différents souvenirs. Et là, on a des choses qui vont rattacher cette situation première de militaire, etc., tout en s'en détachant pour aller dans cet ensemble planique qui va se déployer. Et si je dis bien déployer, parce que ça va plus être un éventail que un récit, un fil, un parcours. On n'aura pas tellement... Ouh, le trajet une flèche. On aura bien plus quelque chose de l'ordre d'un éventail avec des plis et des replis, et puis voilà, cette espèce d'ouverture, mais dont on ne sait pas tellement s'il y a une réelle cohérence, ou plutôt dont on est certain qu'il y a des contradictions absolues. Par exemple, il y a plein de grand-mères, normalement avec 2 grand-mères, et là il y en a bien plus. Et finalement, vivre dans le feu, c'est un genre de portrait de famille clanique, hein, pas de famille nucléaire, plutôt avec des yourtes et des steppes. Pas mal de confort aussi, surtout là au début. Alors en fait, on va de plus en plus vers la yourte. Mais c'est pas non plus super frontal. Là, je suis dans le confort là. Moi, j'ai mon petit salon anglais hein, quand je vois ça. Alors là, je sais aussi que c'est mes images mentales qui se projettent, etc. là-dedans. Avec les espèces... Moi, une mamie avec des chats, tout de suite, je l'imagine un peu... je sais pas, un peu anglaise, quoi. Ce qui est... Rebecca est plus favorable comme prénom que les prénoms qui vont suivre. Hein. Ça va amener aussi des steps, des étapes hein, assez différentes. Step par step, on peut dire. On peut la rendre des blagues aussi. Et ce portrait de famille, d'une famille qui est assez nombreuse, qui a des liens, c'est un portrait qui va quand même suivre une progression. Et alors là, je suis vraiment en train de spoiler, donc si vous voulez lire le bouquin, vous arrêtez là. Et cette progression, elle va se faire finalement de façon globalement indiscernable, mais qui a pour effet, en tout cas sur moi, d'amener à interroger à quel moment on sent que ça part quand même en sucette. Et parce que tout a l'air d'être confortable, voire de plus en plus confortable, au niveau de la narration, de la voix narrative, et ce qui est raconté est de moins en moins éthique, du moins avec des critères situés ici, là, maintenant. Bon. Et en même temps, ça a l'air de plus en plus fun. Donc, voilà, globalement, trigger warning au besoin, ça part en inceste un peu joyeux. C'est même pas le sujet, c'est juste là. Ça part en meurtre intrafamiliaux, ce genre de choses, mais assez sympa. Assez léger. Et ça peut être... en fait, sur ça, c'est un peu du Jacques Demy. Genre, 3 places pour le 26.
J'allais dire Trois chambres en ville, mais ça serait vraiment un film qui n'existe pas. Assez compliqué, Trois chambres en ville. Donc si, voilà, si c'est pas gênant chez Demi, c'est clairement pas dérangeant chez Volodine, mais voilà, c'est ce genre de malaise qu'il y a. Alors que ces questions de famille, bon, mais elles sont notamment dans Rituel du mépris, si j'ai bien compris l'interview de Diacritique, mais moi je l'ai pas encore lu. Mais moi ça m'est frappé aussi de penser à Terminus Radieux. Terminus Radieux qui est quand même un roman, me semble-t-il, assez important sur l'inceste. Et ce que fait l'inceste et la possession ou la hantise que peut amener l'inceste pour dire quelque chose de l'ordre de l'emprise, hein, qui passe par ouais, ça aussi on va en parler, des choses assez magiques sur bon, l'abomination qui est le personnage de Sergueï. Je crois que c'est Sergueï. J'espère pas me tromper, enfin d'hyper incestueux et bourreau. Et ici, alors peut-être parce que c'est pas le même statut dans la famille, mais il y a une impression d'un enfant qui sera entouré de bonnes fées qui donc veulent lui apprendre à vivre dans le feu. Donc il y a des étapes vers cette initiation. Voilà, ça marche pas complètement. Mais voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. On a un peu l'impression que ça s'engueule autour de ça, que tout n'est pas compris. On a un genre d'ahurissement qui facilite l'idée d'un narrateur de 8 ans, mais avec un niveau de langue qui n'est pas celui de 8 ans, et qui a en même temps 33 ans ou plusieurs siècles. Donc avec quelque chose là de très impossible, hein, très contradictoire, et qui voilà, se maintient comme ça là au fur et à mesure du récit. Alors moi je voudrais dire un dernier truc sur, bon, voilà, moi ça m'intéresse beaucoup, voilà, ce déploiement absolument fabuleux, non temporel, et qui va complètement brouiller tous les repères temporels. Donc la question de l'âge c'est le marqueur le plus visible, mais sur ces autres éléments, ça me paraît absolument essentiel, très très important, parce que c'est ce qui permet aussi de dire qu'il peut être n'importe où, et qu'il n'y a pas de clé de voûte en soi, et que la clé de voûte, elle est à chercher ailleurs et autrement, dans l'ensemble. Ce qu'il y a aussi, voilà, là je parlais de mise en abîme, on voit hein, comment une lecture méta sur les passages que j'ai lus, enfin notamment sur la deuxième séquence est absolument favorisée. Et c'est un jeu qui va amener des troubles, des indistinctions, etc. Et tout ça dans une structure familiale plutôt clanique, et donc pour une part incestueuse, violente, quand même globalement dysfonctionnelle, et qui en même temps semble, ça fait en même temps un peu foutraque sympa, et avec une préparation quand même pas dingue de comment vivre dans le feu. Et peut-être qu'il faut là dire ce qui est dans l'interview de Diacritique qui était encore répété ce soir par Antoine Volodine, qu'il était encore dans le book club. Il n'y a pas de métaphore. C'est pas une famille pour dire d'autres choses ou des choses comme ça, où on va pas parler. Le feu n'est pas la métaphore d'autre chose. Le feu, c'est le feu. Et ça, c'est très Kafka, c'est très Lynch aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs. Je voudrais, pour lire ça, prendre un peu le passage qu'il y avait vraiment au milieu et voir s'il me permet de rebondir. Alors, ça fait comme des effets télescopages. Moi, je pense qu'une des forces du récit, c'est que justement, il donne cette impression parce que là, c'est une séquence un peu longue, on a envie de s'y projeter. Et là, j'ai fait une mention de ce que j'avais pu dire à mon père ou des choses comme ça. Mon père a été condamné. Je crois qu'il faut vraiment l'amener plus sur puisqu'il faut bien en finir, comment faire autre chose.
mais pas forcément, voilà, je pense pas, moi, voilà, il n'y a pas du tout de métaphore d'époque ou de choses comme ça. Et j'y vois pas plus de schémas familiaux, etc. Ou plutôt, s'ils sont là, c'est mis à distance. Enfin, on peut probablement faire une lecture psychanalytique hein, de ce texte. Moi, ça va pas du tout être ma came. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui est là et qui s'en amuse, mais c'est un peu autre chose. Alors, je voudrais, je peut-être pas, il est long ce passage, donc je vais un peu. Voilà, ça j'aime beaucoup. Nous montions à l'étage, donc c'est Tante Sogone. Je suis page 90. Nous montions à l'étage et nous nous enfermions dans une grande pièce sans fenêtre, qui avait dû être un centre de documentation et d'archives, toujours les documentations et les archives. Le local n'avait pas brûlé, sa collection était intacte. Cassettes, rouleaux, magiques, disques de divers formats, cartes mémoire, bandes électromagnétiques, cubes sorciers, pellicules, clés bioniques, bulles de stockage, tous les supports étaient présents, dans des boîtes, sur des étagères, dans des conteneurs en fer, dans des tiroirs à l'intérieur de machines dont j'ignore le nom. Pour des raisons culturelles et techniques, car leur maniement était très simple et également parce qu'elle se sentait une liaison organique avec eux, Tante Sogone avait une préférence pour les œufs magiques, ainsi que pour l'appareil de projection que, dans l'argot du métier, les projectionnistes avant-guerre avaient baptisé, selon elle, une couveuse. Elle insérait dedans des reportages sur des époques si lointaines qu'on avait du mal à les considérer autrement qu'appartenant à une légende préhumaine ou préhistorique. En tant qu'initiatrice à la vie dans le feu, en tant qu'une de mes instructrices principales, elle tenait à me montrer des images liées à ce volet de mon éducation. Elle m'en montrait d'autres pour notre plaisir à tous deux, mais l'essentiel des projections concernait, directement ou indirectement, le thème du feu. La couveuse ne fonctionnait pas toujours de manière satisfaisante. Il fallait quelquefois brancher dessus une dynamo de secours et, pour l'inciter à démarrer, je devais tourner une manivelle pendant plusieurs minutes. Les grincements du mécanisme mal huilé me blessaient les tympans. Tandis que je me démenais au milieu des stridences, Tante Sogone tapait sur la coque de l'appareil d'une façon qui me semblait aussi rituelle que brutalement rageuse. Et elle soulignait ses bourrades, rythmées de brèves objurgations, dans une langue des hauts plateaux, qui était surchargée de gutturales, et dont je ne reconnaissais rien. Aucune racine, aucun mot. J'ai tendance à croire que c'était un dialecte réservé aux malédictions et aux injures, ou peut-être quelque chose qui puisait sa violence dans les lointaines origines aviaires et rapaces de Tante Sogone. D'ailleurs, pas si lointaine que ça, quand on y réfléchit. Il y avait des mystères cachés dans cette suite de craillements. Pour rien au monde, je n'aurais eu l'insolence de demander à Tante Sogone de s'expliquer sur la nature de ses proférations. Quoi qu'il en soit, la couveuse finissait par se réveiller. Je laissai la manivelle tranquille et je m'installai pour le spectacle. On va un peu recouper. Donc là, il va au cinéma et il préfère le noir et blanc. Comme il est un peu tard et que je vois que je suis... Voilà, là. La salle de projection, je suis page 92, était plongée dans une lumière clignotante et faible qui venait à la fois de l'appareil en marche et d'une ampoule à voltage misérable que Tante Sogone avait branchée dès que nous avions franchi le seuil. Elle ne l'éteignait pas pendant que nous regardions l'écran, afin, disait-elle, de ne pas s'abîmer dans la fiction. Une formule qu'alors je ne comprenais pas, et que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. On note là comment le fait qu'il y a un changement, ça change la temporalité, pourtant rien n'a changé. Ça, c'est... Il y en a partout, j'adore. Et cette expression de s'abîmer dans la fiction, on ne sait pas si c'est s'y perdre ou si c'est s'abîmer soi-même. Et ça, cette polysémie, elle est tellement précieuse. Bien sûr qu'on ne comprend pas. Alors après, voilà.
un film spécialement pour le feu. La séquence n'était pas très longue. Elle avait été captée sur le continent indien, au temps où il était encore habité et recevait encore des touristes. Pour impressionner ceux-ci et gagner quelques roupies destinées à alimenter leur famille, des fakirs de petite envergure avaient étalé sur le sol un tapis de braise qu'ils parcouraient vivement, d'un pas ferme ou dansant, mais sans séjourner sur le feu plus de quelques secondes. Ils invitaient ensuite des élèves occidentaux à faire de même, un groupe de 5 ou 6 disciples venus de loin pour suivre un stage de marche dans le feu, couronné par cette unique cérémonie d'initiation. Fort de cette semaine de méditation, et les plantes de pied enduites d'une pâte d'amiante qui allait les isoler quelques instants des tisons qu'ils s'apprêtaient à fouler, cette demi-douzaine de hippies illuminés se pressaient, avec une stupéfiante absence d'appréhension, devant l'étendue rougeoyante. L'un après l'autre, ils s'engageaient sur le chemin étroit. Il faisait nuit, l'air était partout obscur, il ondulait au-dessus des braises. Confiant et apparemment impavide à la première seconde, dès la deuxième, les hippies étaient foudroyés de douleur, par la douleur. Ils portaient des habits flottants qui leur allaient mal, et qui soudain rendaient ridicule leur prétention au fakirisme. Aussitôt, ils oubliaient les conseils qu'on leur avait donnés avant l'épreuve. On voyait combien instantanément la terreur les envahissait quand ils mesuraient devant eux ce rougeoiement de 10 mètres de long qu'il leur restait à franchir mystiquement et sans crier. Dans ce court-métrage, seules les deux femmes du groupe avaient assez de maîtrise de soi pour tenir bon jusqu'à l'extrémité des charbons brûlants. Les autres, les barbus dominateurs, abandonnaient au tiers du parcours, quittaient les braises en urgence et sautillaient à l'extérieur avant de s'effondrer en hurlant. Orteils fumants, talons déjà cloqués jusqu'aux chevilles. Je dis les barbus dominateurs parce que c'est ainsi que tante Sogone les désignait. C'est que des pitreries, me répétait-elle. Ça n'a rien à voir avec l'existence dans le feu, Sam. Je te montre ça pour que tu oublies les bonimenteurs de foire, les numéros de cirque et les pauvres occidentaux à la recherche de sensations fortes. Ça n'a rien du tout à voir avec toi. Je coupe un paragraphe. Entrer dans le feu pour exister dans le feu, poursuivait tante Sogone, c'est changer de monde. C'est s'installer ailleurs. Ça veut dire quitter tout ce qu'on connaît et accepter autre chose. Ça veut dire qu'on arrête d'être étranger au feu. Ben oui, disais-je. Ça veut dire aussi qu'on arrête d'être étranger à l'étrange. J'écoutais avec attention, avec la volonté d'être jusqu'au bout un bon élève, un excellent élève. Sur le moment, je comprenais tout ce que m'expliquait tante Sogone, mais j'avais du mal à l'intégrer dans mes raisonnements pour plus tard, quand je serais vraiment au cœur du brasier. Tante Sogone me montrait plusieurs films et documents, et à la fin de la séance, elle m'interrogeait pour vérifier que j'avais bien absorbé l'essentiel de sa leçon. Je ne répondais pas toujours comme elle le souhaitait. Quand je sentais que la bonne réponse m'échappait, je tentais de biaiser en abordant des développements annexes qui me préoccupaient bien autant que les éléments que tante Sogone avait voulu me faire entrer dans le crâne. J'étais parfois comme un débutant en régression, et, de nouveau, comme à la première leçon, je ne réussissais pas à comprendre comment pouvait se superposer, d'une part, ce qu'on appelle vulgairement l'existence, et, d'autre part, l'agressivité des flammes, l'oxydation rapide, la carbonisation, les gerbes d'étincelles et les cendres terminales. Comme je voulais à tout prix éviter de parler de ce qu'on devait ressentir quand on était métamorphosé en torche, je bafouillais des hypothèses, des points de vue sur l'espace-temps, sur les mondes parallèles. Qu'est-ce que tu racontes avec l'espace-temps, Sam ?
protestait tante Shogun en me fusillant du regard. Tu nous prends pour des rigolos? L'espace, le temps, quand on est au cœur du feu, on a vraiment rien à foutre. Et ça, je crois que c'est un peu la même chose que pour les métaphores. Et voilà, on est sur un texte qui finit alors qu'il ne pourrait pas finir et qui annonce d'ailleurs qu'il ne finit pas, mais je ne vais pas complètement spoiler. Qui, voilà, va être une espèce de galerie de personnages et qui pourtant dans cette galerie va y avoir une espèce de progression, mais c'est une progression qui n'est pas si simple et qui semble en même temps avoir une certaine cyclicité. Enfin, on est dans ce récit quand même qui est très... qui est quand même assez simple, assez drôle, et qui va jouer, ou plutôt partir de ce postulat très simple de bon, on est dans un truc impossible, on a une seconde, qu'est-ce qui se passe quand on va y trouver un peu son confort? Racontons-le. Comment vivre et avoir, moi j'ai envie de dire un maximum de confort. J'ai eu une impression de confort en lisant ça, bizarrement, avec tout ce que j'ai dit, et très paradoxal, peut-être parce que c'est aussi un peu drôle, et peut-être parce qu'en fait on a l'impression, j'ai l'impression de voir un peu Radio Days de Woody Allen, ou voilà, des films familiaux, où le côté un peu familial, foutraque des bouquins de John Irving. Je pense notamment à l'hôtel New Hampshire, par exemple. J'avais un peu cette sensation-là de, voilà, de ce foutraque familial où, ouais, c'est un peu dysfonctionnel, mais en fait, c'est cool. Je pense pas ça dans la vie, hein. Je pense pas grand-chose dans la vie, mais voilà. Avec un ton un peu comme ça, sur des choses qui seraient... ouais, presque Wes Anderson, en fait, mais quand même avec du Lynch dedans, en gros. Et bon, ben voilà, ça peut pas vraiment finir. Et, et ça finit quand même, mais on a de la marge. Une dernière marge. Je vous dis à bientôt.